Bonjour, je vous propose une correction d'une var à la maison. Le premier exercice était un exercice de suite. Donc vous voyez ici l'énoncé. Alors, je vous avais indiqué qu'il y avait une erreur dans l'énoncé. Elle était ici. C'était que Vn devait être égal à Un-100. Bien, on retrouve les questions classiques. Une fuite est-elle arithmétique ou géométrique? On utilise une suite auxiliaire, démontrer que cette suite est géométrique, et ensuite on utilise l'expression de UN pour obtenir la dernière question. Bien, c'est un exercice tout à fait classique, on en avait fait un certain nombre dans le cours, donc il fallait feuilleter son cours pour si vous vous en souveniez plus. Bien, donc voici les éléments de correction. Donc en général, je vais passer rapidement, vous avez su faire assez rapidement la première question. Donc le 2 janvier, 55 €, ainsi U0 égale 40, U1 égale 55 et U2 66,25. On en déduit, ce qui anticipe un peu la question d'avant, d'après que UN plus 1 c'est 3 quarts de UN plus 25. Bien. Question 3. On vous demande est-ce que la suite est une suite arithmétique ou une suite géométrique? Donc la méthode vue en cours, il suffit pas de me dire que c'est une suite arithmético-géométrique, il faut m'expliquer pourquoi elle n'est pas arithmétique. Donc la suite n'est pas arithmétique parce que je passe de U0 à U1 en additionnant 15 et je passe de U1 à U2 en additionnant 11,25. Or ces deux valeurs sont différentes, donc la suite ne peut pas être arithmétique. Le raisonnement est similaire pour la suite géométrique, je passe de U0 à U1 en multipliant par 1,375 et je passe de U1 à U2, je passe de U1 à U2 en multipliant par 1,20. Ces deux nombres étant différents, la suite ne peut pas être géométrique. Voilà la méthode qui est dans le cours. Donc il suffit de feuilleter son cours parfois. Ensuite, on vous demande de démontrer que V est une suite géométrique. Là aussi, on feuillette son cours. Donc je vous avais expliqué que comme la suite U c'était UN plus 1 est égal à 3 quarts de UN plus 25, et bien la suite était géométrique sans doute de raison 3 quarts. C'est ce que je vais essayer de montrer ici. Donc on part de Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 100. C'est-à-dire on remplace UN plus 1 par 3 quarts de UN plus 25, ce qui nous donne 3 quarts de UN moins 75. On peut utiliser la méthode de l'accordéon. Il faut trouver à la fin 3 quarts de Vn. Mais 3 quarts de Vn, c'est donc 3 quarts de Un moins 100. Et si on développe 3 quarts de Un moins 100, on obtient 3 quarts de Un moins 3 quarts de 100. Et 3 quarts de 100, ça fait justement 75. Donc les deux bouts se recollent bien. Donc il n'y a pas de souci. J'ai bien démontré que pour tout n, Vn plus 1 était égal à 3 quarts de Vn. J'en déduis donc que V est une suite géométrique de raison 3 quarts. Et de premier terme, moins 60. Bon, le premier terme, on vous demande de le calculer par la suite. C'est pas un problème. Puisque la suite est une suite géométrique, puisque V est une suite géométrique de raison 3 quarts et de premier terme V0, j'en déduis, propriété des suites géométriques, je suis surpris que certains d'entre vous connaissent toujours pas la propriété, que V indice n est égal à Q à la puissance n fois V0, c'est-à-dire 3 quarts à la puissance n fois moins 60. Ceci est l'expression de V indice n en fonction de n. Ensuite, question D, on vous demande l'expression de U indice n en fonction de n. Or, le seul lien qu'on a, c'est que V indice n, c'est égal à UN moins 100. J'en déduis donc que UN est égal à Vn plus 100. Mais puisque Vn, c'est égal à ça, j'en déduis donc que UN est égal à moins 60 fois 3 quarts à la puissance n plus 100. Le 15 janvier au matin, il me semble que ça correspond à U indice 14. Donc,
on vous demande de calculer U indice 14, ce que j'en fais en remplaçant n par 14, et il n'y a plus qu'à donner une valeur approchée, on doit trouver aux alentours de 98,93. Donc voici pour ce premier exercice tout à fait classique sur les suites géométriques, sur les suites que l'on avait pu travailler en cours, on avait fait un exercice similaire. Par contre, les exercices 116 et 118 qui suivent n'ont jamais été traités en cours, il va donc faire preuve d'un petit peu d'imagination ou de connaissance du cours. Donc le numéro 116, on considère l'équation m plus 8 multiplié par x au carré plus mx plus 1 égale 0. Pour quelle valeur de m cette équation admet-elle une unique solution? Bien, le point clé, c'était qu'il fallait reconnaître que ceci, c'était une équation de la forme ax2 plus bx plus c, avec a qui valait m plus 8, b qui valait m et c qui valait plus 1. Donc à quelles conditions une équation de la forme ax2 plus bx plus c égale 0 admet-elle une unique solution? Lorsque le discriminant est nul. C'est ce que je calcule ici. Or le discriminant, attention, le discriminant c'est bien m au carré moins 4 fois m plus 8 fois 1, et quand je développe, le moins ici va se reporter bien sûr sur le m, mais aussi sur le plus 8. Donc j'ai vu trop d'erreurs ici dans le développement. Donc le discriminant c'est m au carré moins 4m moins 32. Et on retrouve une équation du second degré. Donc puisque on souhaite que le discriminant soit nul, donc on doit résoudre m au carré moins 4m moins 32 égale 0. Or ça c'est encore une équation de la forme ax2 plus bx plus c égale 0. Donc on calcule le discriminant associé à cette équation. Et on trouve que le discriminant vaut 44. J'en déduis donc que les solutions de l'équation m au carré moins 4m moins 32 égale 0 sont donc, j'applique les formules du cours, moins 4 et 8. Donc c'est ce que j'écris ici, donc l'équation a une unique solution si seulement si m égale moins 4 ou m égale 8. Malheureusement, je n'ai pas terminé, puisque pour pouvoir utiliser le discriminant, il faut que le coefficient a soit non nul. Ce que j'ai supposé implicitement, j'ai supposé que m plus 8 était différent de 0. Il me faut néanmoins que j'étudie ce cas. Donc que se passe-t-il si ce coefficient ici est nul, c'est-à-dire si m plus 8 égale 0, c'est-à-dire m égale moins 8. Et bien, puisque m égale moins 8, ça me donne donc moins 8 plus 8, 0 fois x2, 0, moins 8x plus 1 égale 0. J'en déduis donc que x égale 1 huitième, il y a donc une seule solution. Donc au final, pour avoir une unique solution, il faut que m soit égal à moins 4, ou m égale 8, mais aussi que m égale moins 8, cette dernière possibilité ici. Donc un élève parmi vous avait trouvé, je l'en félicite, c'est très bien. Et enfin, dernier exercice, position relative d'une parabole et d'une droite. Donc on vous expliquait ce que l'on voulait trouver, on voulait étudier la position relative d'une parabole et d'une droite. Première question, déterminer là où les points d'intersection de la parabole et la droite. Et bien pour trouver les points d'intersection, il suffit de résoudre y égale z en gros. Il suffit de résoudre f de x égale g de x. J'ai un petit peu anticipé sur les fonctions précédentes, donc il suffit de résoudre, c'est la méthode générale, comme pour les équations de droite, que vous avez vu en seconde. Il suffit de résoudre que 2x2 moins 3x plus 5 est égal à 5x moins 3. Bien sûr, je transpose le 5x dans le premier membre, ce qui fait donc moins 8x, et je transpose le moins 3 dans le premier membre, ce qui nous fait plus 8. Donc au final, je dois résoudre 2x2 moins 8x plus 8 égale 0. Vous faites le calcul, vous trouvez un discriminant nul, et donc que x vaut 2. Mais j'ai x, j'ai pas y. Pour trouver y, il suffit que je remplace x par 2 dans l'une des deux équations, soit dans celle de f, soit ici. Évidemment, le plus simple, c'est de le remplacer x par 2 là-dedans. Ce qui fait donc 10x moins 3, 10 moins 3, c'est-à-dire 7.
Donc au final, le point d'intersection a pour coordonnée 2, 7. Question d'après. On vous demande de déterminer le signe de f de x moins g de x. En fait, on l'avait déjà fait plus ou moins ici. Enfin, pas le signe, mais voilà. F de x moins g de x, on l'avait fait là. On le retrouve bien sûr ici. On trouve la même chose, un discriminant nul et x égale 2. Or, 2x2 moins 8x plus 8, c'est un trinôme, avec un polynôme avec a positif et un discriminant nul. Donc le cours nous dit que quand a est positif et le discriminant nul, c'est tout le temps du signe de a. Donc f de x moins g de x est tout le temps positif ou nul. Ce que j'ai écrit ici. Donc pour tout réel x, f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que f de x est supérieur à g de x, ce qui veut donc dire que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, puisque f de x est supérieur à g de x. Bien, ce que l'on peut voir, bien sûr, en utilisant la calculatrice,